Bon les amis, je vous annonce le départ du Tracteur Tour 2023. Allez, première étape du Tracteur Tour 2023 à Saint-Astier, donc dans la Dordogne. Hâte de voir ce que ça donne. En plus, on est le jour de marché, donc ça va être l'occasion aussi peut-être de prendre des gens qui ne connaissent pas le monde agricole pour discuter un peu avec eux. Et en tout cas, le sud-ouest c'est quand même magnifique. On a eu des paysages, et on a des paysages très sympathiques. Donc c'est vrai qu'à la vitesse où on roule en tracteur, on a le temps de les regarder. Donc hâte d'arriver à cette première étape, on est tout un peu tout feu tout flamme, et avec de nouveaux arrivants, avec Bastien, Pauline, et content de les recevoir. Ça tourne un peu tous les ans, c'est ça qui est top, et puis il y en aura sûrement d'autres après, hein. En tout cas, on arrive à Saint-Astier, première étape, on est au taquet. Les amis, là on arrive dans un petit village, c'est Château-l'Évêque, je sais pas si vous connaissez. C'est drôle, on est passé devant une école, on a tous klaxonné, il y avait tous les gosses qui faisaient coucou. C'était trop stylé. Et là on passe dans une petite rue. Ça passe. C'est vrai que moi j'ai le plus gros tracteur, donc faut faire assez gaffe. Mais ça le fait, impeccable. Bon allez, on arrive bientôt. Bon bah impeccable, première route, nickel, tout s'est bien géré. On a réussi à pas faire d'accident, pas d'accident. On est arrivé ensemble. On s'est garé souvent. On s'est garé souvent, ils ont fait une pause pipi. Et on est bien arrivé. C'est assez chouette, hein. Ça va, alors c'est magnifique les routes par contre, hein. Je trouve que les châteaux qu'on a vus, on a vu des beaux châteaux. Ouais. Les routes sont super sympas. Pauline, vous voyez déjà s'installer dans un... Ah oui, moi j'ai mon côté châtelaine. Et là c'est super joli. Bon les amis, on vient d'arriver, il y a tellement de monde, vous verrez, regardez. Eh ben non, je rigole, en fait pour vous expliquer, j'ai pas pris du tout la caméra. On est arrivé et on a profité du moment. Là ça va faire 1h30 qu'on y est, mais du coup il y a encore quelques personnes, mais les 3 quarts sont partis. Donc mais en tout cas merci à tous d'être venus, parce qu'il y avait, je sais pas, en vrai il y avait facilement plus de 100 personnes, 150 personnes. Donc là on continue un petit peu, on va manger parce qu'il y a un petit marché juste à côté. Donc on va aller visiter le marché, on va manger, et après on repart direction une ferme à visiter. Donc moi je suis, clairement je suis ce qui se passe. Allez, Étienne, t'es prêt? Moi je suis chaud patate. Là on part mon gars, on s'arrête plus. 200 autoroute, jusqu'au bout. Exactement. La 5e génération. Donc, nos parents à la retraite, mais toujours bien présents à nos côtés au quotidien, dans le bon sens du terme. Vraiment, ça s'entend très bien, et ils ont toujours eu beaucoup d'ouverture d'esprit. Donc on est une famille assez soudée et au quotidien. Yannick, lui, est plutôt à la production, donc la partie vigne également. Vigne et chai, vinification. On a 2 domaines, Bonost ici avec 50 hectares de vignes, et on a aussi un domaine sur Bergerac. Bon,
Du coup, Zamil, on s'est arrêté dans une parcelle, enfin au milieu des parcelles. Et d'ailleurs, pour la petite info, il y a le village de Saint-Émilion qui est juste à côté, qui est très connu dans le vin. Et donc ici, c'est des toutes jeunes vignes et on y fait beaucoup de merlot. Donc voilà, c'est intéressant de voir ça, on discute un petit peu. Et là, on parle comme quoi c'est hyper compliqué et hyper long de dérouler les fils de fer, accrocher les vignes et tout. Enfin, c'est super compliqué. Donc il demande beaucoup de main d'œuvre et c'est vrai qu'il en manque un petit peu dans ce métier-là. Il fait 15 degrés l'hiver. Et là, on rentre, je sais pas où. Là, ça rigole. On rentre dans une cave. Dans une cave direct. Il y a un youtubeur séquestré, bim. Waouh, alors vous allez rien voir, mais voilà. Donc ça c'était une ancienne carrière d'extraction de la pierre. Donc ça a 300 ans. Et au départ, donc c'était pour sortir la roche calcaire et ensuite construire toutes les maisons dans les environs avec la pierre calcaire. Ensuite, ça a servi pendant quelques décennies pour la culture des champignons de Paris, pour les pépiniéristes viticoles. Souvent, c'était des petites entreprises familiales qui louaient des coins et des recoins de la carrière. À cette époque-là, on ne savait pas que toutes les conditions étaient aussi réunies pour un vieillissement parfait. Là, aujourd'hui, on le sait, donc c'est top. On a été comme hiver, la même température constante. On a 100% d'humidité, donc là, l'hydrométrie aussi très importante. Tu vois, c'est bon pour le vieillissement, tu peux rester là, toi. Attention. Merci du cadeau, mais on sait pas ce que Attends, il doit y avoir un truc. Oh, trop Je vais la sortir. Et il faut tout boire avant ce soir. Tous à poil. Wow. Mais elle est collector celle-là. Mais merde, non franchement. Photo, Vas-y, photo, serre-moi photo, ça, photo. chérie. Réseaux sociaux, photo. Regardez ça. En plus elle est pleine. Non, non. Il est pas à mettre vide. Celui qui l'a fait tomber. Mais alors là. Plus joyeux que quand il portait son enfant. Voilà, deuxième jour du trip. Toujours dans la Gironde. D'ailleurs, on voit qu'on arrive un peu vers les Landes. On arrive avec des grandes forêts de sapins. Je pense que c'est là où il y a eu aussi des feux. Donc on va rencontrer des forestiers pour savoir un petit peu comment ça se passe, justement la lutte préventive, mais aussi pendant. Voilà, on a un temps magnifique. Alors le paysage est super, les images sont magnifiques, mais par contre les routes sont petites. C'est vrai qu'ils ont l'habitude des petits tracteurs viticoles. Et là on est des tracteurs assez larges. Et c'est pas tout le temps simple. Donc la voiture qui nous guide a vraiment son importance. Sainte-Hélène. Bonjour, merci, c'est avec plaisir. On vous accueille sous le soleil. Ah oui. Beau temps, très beau temps. Excellent. Ouais. Et tu vas prendre des plaques Ouais, rouges je toi. vois Hein. un petit peu des couleurs moi. Ouais, je Surtout. sur les jambes. Là. Surtout sur les jambes, il y a besoin. Merci pour la casquette parce que ça aurait pu chauffer un petit Ouais. peu. Ouais. Alors qu'est-ce que c'est on est en pleine forêt quand même. Ouais. Sainte-Hélène, c'est une commune de 3000 habitants, un peu plus maintenant. Ouais. Un cœur de ville au milieu de 127 km avec 90% de forêt. 13 000 hectares au milieu de la forêt. Petit cœur de ville, petit hameau, village qui est en train de se transformer en petite ville, mais 90% de massif forestier. Massif forestier qui a pris cher. Hein. On a pris la Ouais, on route l'a tout vu. à l'heure, on mettra quelques vues. Ouais. On a C'était fait, vraiment tout cramé. Waouh, tout était brûlé. Qu'est-ce qui s'est Gros passé? incendie en septembre, qui a commencé à Somos, une petite commune voisine, frontalière, on partage la même forêt, puis qui s'est déplacé très rapidement dans la nuit sur Sainte-Hélène. Ici, on a brûlé 2000 hectares. 2000 hectares. Ce qui fait 16% de la commune. Total, hein, Ouais, c'est parti ouais. totalement de la commune. Le plus gros propriétaire forestier de la commune, c'est la commune elle-même, qui a 2400 hectares. D'accord. Après, c'est beaucoup de petits propriétaires, hein, majoritairement de petits propriétaires. Et nous, la commune, on a perdu un peu moins de 400 hectares. Alors comment ça se passe? Parce que bon, il doit y avoir de la prévention, mais quand le feu il arrive. Quand le feu il arrive, surtout il arrive au milieu de la nuit. Ah oui. Ah oui. Au début de la nuit, il était à Somos depuis l'après-midi, mais il s'est déplacé par Sainte-Hélène vers 22h30, vers 3h. Donc la première chose, c'est qu'il y a un cœur de ville, mais il y a beaucoup de hameaux, d'habitations au milieu de la forêt. Isolé. Donc on va les réveiller, on les sort,
Autant vous dire que ça, là ils sont partis. Ouais. Et on essaye de les mettre en sécurité, ça c'est la première étape. Donc un peu au milieu de la nuit, on réveille tous les élus, il faut ouvrir le gymnase, il faut amener à manger. Les crises, c'est vrai. Et puis là, c'est dans la spontanéité, il faut faire comme on le peut sans trop s'énerver pour pas trop stresser les gens. On essaie d'être un peu posé. Et puis on structure très vite, déjà on essaye d'avoir avec les pompiers toutes les informations, savoir où ça en est, dans quelle direction ça va. Ça s'est approché, donc ça a brûlé des hameaux sans toucher les maisons parce que les pompiers ont fait un travail fantastique. Mais il y a une maison qui a été détruite et pas de victimes, mais c'est quand même approché du cœur de ville. Mais ça doit être l'enfer. Enfin, oui. Avoir une fumée partout en fait là. C'est apocalyptique comme vision, surtout la nuit. C'est rouge, il fait très très chaud, c'est en feu. Nous on est passé au milieu des flammes plusieurs fois avec des élus, avec certains collaborateurs pour aller réveiller les gens, pour aller voir aussi les informations, savoir où est-ce qu'on en était. Et oui, c'est I'm drowning in fire, even if it's just inside my head. I wanna expire, do all the things I said. I don't need the money, doesn't even get you all that far. When the end is the beginning, all you need to do is start. Je sais pas si vous le voyez au fond là-bas, là, à droite, c'est totalement noir. On n'est pas au niveau du tronc, c'est surtout là que ça se voit. Donc tout a cramé et c'est vrai que c'est un drame pour la commune, donc même pour toutes les villes qui ont brûlé. Donc c'est vrai que c'est impressionnant à voir et il avait dit que des moyens, enfin il avait déployé des moyens, il y avait des canadaires qui partaient de partout, des pompiers. Parce que là dans cette commune là, il n'y a qu'une caserne de pompiers, mais volontaires, quoi, bénévoles quoi. Donc je crois qu'ils sont une quinzaine à peu près, 15-20. Mais il y avait plus de 1000 pompiers déployés pour tous les incendies de la région. Et voilà, là on voit un petit peu, tout est noir en fait, les niveaux des troncs, tout est noir. Je sais pas si ça se verra à la caméra, mais voilà. Du coup c'est hyper intéressant, hyper intéressant. Malheureusement pour eux, mais c'est quand même intéressant et impressionnant de voir ça quoi. Bon allez, on continue la route. Et le bonjour d'Alex de Vienne. Ah. Bon les amis, on vient d'arriver. Oh ça sent. Oh dès qu'on vient de descendre ça sent les poissons. Donc là on s'est mis là, regardez derrière hein. Donc là on est à la Teste de Bruges exactement. Et c'est ici qu'ils produisent des huîtres. C'est de développer une méthode d'élevage. Donc on a cherché un moyen de capter les bébés, parce qu'en fait l'huître va relâcher ses gamètes dans l'eau, la fécondation se fait dans l'eau, ça donne une petite larve qui va chercher un point de fixation pour après se développer comme une huître et devenir une huître telle qu'on la connaît. Donc l'idée c'est de proposer un support à la larve pour qu'elle se fixe dessus. Et donc on a essayé avec les tuiles, ça marchait bien, sauf que quand on voulait la décoller, souvent on tuait l'huître parce qu'on l'a cassé en fait. Donc il y a un maçon qui a mis au point un mortier à mettre par-dessus la tuile. C'est pour ça qu'elles sont blanches. C'est un mélange de sable et de chaux. Et qui fait que quand on attaque la tuile avec le couteau, c'est la couche de chaux qui saute et pas le... Envie de bijoux. Donc ça c'est des huîtres que tu récoltes comme ça. Comme ça, celle-là, du coup je me suis marqué, elles sont nées en 2022 du coup. Elles vont avoir un an... Comme moi. Elles vont avoir un an là cet été celle-là. Ok, et là il faut combien de temps entre ça et... Alors avant ça, il y a quoi ? Avant ça t'as quoi ?
Avant ça, c'est une larve que tu vois au microscope. Ah, c'est une larve. Ouais, c'est une larve. Et puis après, alors tu as un peu plus petit que ça, mais j'en avais pas sous la main, donc je vous ai pris celle-là. Bon, celles-là, elles sont foutues, celles-là. Elles grossissent. Non. Si, celle-là, tu les mets à l'eau. Tant qu'elles sont humides, c'est bon en fait. Ouais, si elles sèchent, mais là, justement, je voulais pas qu'elles soient ouvertes quand vous arrivez, donc je les ai mis un peu dans l'eau pour qu'elles soient bien. Et celles-là, tu les mets au parc, oui, elles vont manger, elles vont pousser, et c'est parti. Quoi. Et à dans 3 ans dans l'assiette. Allez, à Noël. Je pense pas que c'est aussi long que ça, moi, tu vois. Je les ai préparées pour mes ventes de ce week-end. Donc tu vois, elles sont bien rangées, enfin plus ou moins bien rangées. Après, En fait, t'as pas de frigo, c'est ça. Le frigo, c'est ça, mais ouais, d'accord. Donc je les stocke ici, donc elles sont bien. Comme ça, demain matin, je vais venir, je les sors de l'eau et je les amène à mes clients. Ok, et là, c'est température ambiante de l'eau, enfin de l'air. J'ai eu un prélèvement hier ou avant-hier, elle était à 16 degrés l'eau. Ok. Donc oui, il n'y a pas de... Alors, il y a certaines exploitations qui ont des systèmes de refroidissement de l'eau. Ah oui. Voilà, moi je l'ai pas. Et c'est pour les bactéries aussi, non? On peut rajouter pour les bactéries Escherichia coli un filtre UV. En fait, l'eau passe à travers un filtre UV qui tue les bactéries et qui nettoie l'eau. D'accord. Ici, on n'est pas trop impacté par ça. Sur les zones de production, dans les huîtres, on a des qualités d'eau sous mer qui sont définies en zone A, zone B. Et sur le bassin d'Arcachon, on est en zone A. Donc zone A, ça veut dire que tu peux récupérer tes huîtres depuis le parc, les laver et les vendre directement sans les passer en purification en bassin. Ah ouais, d'accord. Il y a des zones où ils sont en zone B, donc eux ils sont obligés d'être équipés avec filtre à sable, filtre UV, purification de l'eau avant de commercialiser les coquillages. Allez, on part du bassin d'Arcachon. On était chez Benjamin, donc les huîtres Légeron. Il s'est installé il y a quasiment 3 ans. Bon, c'est extraordinaire, quoi. Enfin, je veux dire, une vraie passion. Il a commencé, il a travaillé chez d'autres ostréiculteurs. Il a monté son business après. C'est un métier quand même très dur. On a passé un super moment de dégustation évidemment, mais moment d'apprentissage aussi. Et là, on repart pour se reposer. Parce qu'on va avoir un très gros week-end. Alors Franck, c'est quoi tes impressions du Tracteur Tour? C'est ta première édition, ça? C'est ma première édition, ouais. Écoute, c'était très intéressant de voir les visiteurs à leur premier arrêt. C'était enrichissant de discuter avec les gens qui apprécient ce que vous faites sur les réseaux sociaux, qui vous suivent sur les réseaux sociaux. Et toi qui es directeur commercial de chez Massé, tu apprécies ce genre de vidéo ou pas? Je parle pas de côté commercial, je te parle vraiment agricole pure parce que c'est ce qu'on fait. Bien sûr, bien sûr. Ah oui, c'était sur le tour lui-même, le concept je trouve assez intéressant de passer de village en village, de s'arrêter dans un village comme on vient de le faire sur l'étape, la première étape, et puis discuter avec tous vos followers. Ouais, les abonnés. C'est sympa. Et puis t'as même des gens qui viennent et puis t'as même pour des gens découvrir l'agriculture. Pour découvrir l'agriculture, des gens qui ne sont pas du secteur, mais beaucoup d'enfants, j'ai remarqué. Donc ça c'est bien parce que c'est l'avenir. C'est la future génération. Comme tu le sais, dans ton activité et notre activité aussi, on a besoin d'attirer des jeunes. On a besoin d'attirer des jeunes, c'est notre avenir, c'est l'avenir de l'agriculture pour demain. Donc c'est ceux qui seront dans nos machines demain, c'est ceux qui seront dans les exploitations demain, donc on a intérêt de les intéresser. Et puis il y a l'influence, ce que vous faites via les réseaux sociaux, mais il y a aussi, il y a beaucoup qui ont parlé, j'ai entendu parler là tout de suite, là, les jeunes, ils ont découvert l'agriculture via Farming Simulator. Donc c'est bien parce qu'on va attirer des gens dans notre industrie. Donc ce que vous faites, on ne peut que le pousser, je pense. Alors, attirer en termes de clientèle, mais attirer aussi pour je travail chez Agco. Je parle pas uniquement de commerce et d'attirer, je parle d'attirer, c'est-à-dire que
l'agriculture, aussi bien dans les fermes que pour nous en tant que constructeurs. Il faut attirer des gens qui ne sont pas forcément du secteur, mais les attirer dans notre métier, et quel qu'il soit, chez toi, chez nous. C'est intéressant parce que chez les concessionnaires, on manque de bras dans tout le secteur agricole, depuis chez vous, dans le réseau de distribution, et y compris dans nos usines. On a besoin d'ingénieurs, on a besoin de marketeurs, mais les concessionnaires ont besoin aussi de techniciens, de vendeurs. Vous avez besoin de bras pour assurer les cultures ou vous aider si vous êtes éleveur. Quand je vois les collègues qui nous suivent pour l'élevage, donc on a besoin d'attirer des gens qui ne sont pas forcément du secteur. Et je pense que ce que vous faites, ça aide quand tu vois le nombre de jeunes qu'il y a et qui ne sont pas forcément fils d'agriculteurs ou d'éleveurs. Je pense qu'on marque beaucoup de points et c'est ce qu'il nous faut. Asperges, poulet, ah oui, c'est une production classique. Asperges, poulet, maïs. Asperges, donc on est les Landes là, notamment, là, on est le premier département producteur d'asperges blanches en France. Voilà, donc c'est quand même la grosse production ici, la grosse zone de production en France, dans les sables, quoi. Tout ce qui est côte, jusqu'un peu plus dans les terres ici. Bon, Étienne, viens avec moi. Oui, j'arrive, attends, je pose ça. Vas-y. Bon, on est où là? Oula, putain merde, tu me poses une question là. Non, on a la ferme des sables blancs. Voilà, qui font des asperges. Ils font des asperges et... Pas que. Bah, pas que. Ils font des asperges, ils ont des poulets. Alors ils ont 18 000 poulets. Alors quand j'ai parlé de mes poulets, 130... Ils ont rigolé. Ils ont dit mais c'est qui ce gars là? C'est qui cet amateur? Donc du coup voilà, on visite un petit peu, on a visité les locaux, comment ils font les asperges, comment ils conditionnent. Là on distribue des cadeaux aux abonnés qui sont derrière, tranquillement. Il y a Alex qui veut faire un truc, c'est va être pète de gueule. En gros il y a un abonné qui fait des géchasses landais, c'est-à-dire qu'en gros t'es à combien de mètres de haut? Là il y a 1,50 m sous les pieds. 1,50 m quoi. Et je crois que je fais 1,60 m. Et normalement genre il faut du niveau, tu vois. Il faut du niveau pour le faire. Ouais. Et Alex s'est dit mais je vais le faire. Sauf que je pense dans 10 minutes il a plus de jambes quoi. Non. Mais bon on va te tenir, t'inquiète. Allez, t'es en train de... Alors, il faut que ça serre parce que... Mais là tu me sers plus là, tu me fais un garrot. Oui, mais alors... Il y a plus sang qui passe. Ouais, mais on te l'a dit que c'était dangereux, on te l'a dit. C'est le garrot, c'est pour ce qui va t'arriver plus tard. With you, the sun is shining 24/7. Cause when we're together, it feels like we're in heaven. If it will get dark, you'll be my million stars. I know I can lean on you. Oh, you catch me like a leaf falling from a tree. If I'll be a shooting star, you make a wish. No, I don't fake this kind of feeling, never felt so real. My heart is on the table cause you're my everything. I do, I wanna marry you. Cause when you're around I know it's true. The way you make me feel is so good, baby. So good, so good. Every single day we spend apart, I wanna be with you. Baby, take my hand, hold it tight just like you do. Feels so good, so good. Have you ever walked the high pass, watched the northern lights flash, took a photograph on a Paris street? Have you ever climbed a tall tree, asked someone for mercy, gave something away that wasn't free? I don't wanna get a vision of you stuck in my head, because I know that you were meant to be wilder. Another night of television while you're lying in bed, it's slowly gonna be the death of you. Have you ever really lived? You talk a big game, but it's just a matter of time. Have you ever really lived? We're all on the clock here. In the blink of an eye, you're gone. So for once in your life, try the deeper water.
content d'être chez vous. Magnifique paysage. Nous sommes très contents de vous accueillir donc, sur cette petite commune, cette petite bourgade, vous avez pu le constater, qui est située donc tout en hauteur sur une crête, qui actuellement a 1270 habitants au dernier recensement, mais qui en 1968 n'avait que 183 habitants. Ouais, c'est regroupé ou c'est vous qui avez Non, il y a eu une évolution quand même très importante. Hein. Il y a eu pas mal de constructions, notamment sur l'avenue qui va vers Montaut-les-Créneaux. Je ne sais pas si vous connaissez le petit village de Montaut-les-Créneaux. À côté de Boursicotte-les-Choux-Fleurs. C'est magnifique. Et maintenant, nous avons 8 agriculteurs sur Prégnant, dont deux représentantes, donc Aude et Carla, qui vont vous parler de leur Et Alexandre. Voilà. Et Alexandre, pardon. Pour le coup, on s'en fout, l'agriculture. Donc voilà. Sur la commune en 2008 dans le cadre d'une installation hors cadre, donc j'ai eu la possibilité d'avoir une propriété qui se vendait. On s'est partagé ça à 2 jeunes agriculteurs. C'était compliqué parce que en fait on est quand même sur en effet une typologie céréalière où la dynamique est à l'agrandissement. Donc quand on arrive hors cadre au milieu, bon voilà, ça a été un peu compliqué au début. Maintenant tout est apaisé, tout va bien. N'étant pas viable, j'étais prof d'agronomie en parallèle et je viens de ne pas faire la rentrée pour monter une diversification. Je produis des fleurs coupées sur ma ferme. Donc voilà, moi c'est Carla Sauran, je me suis préinstallée en 2021 sur une petite superficie qui touchait l'exploitation familiale de mon père. Donc mon père, lui, il est en conventionnel, en grande culture, avec un petit atelier de bovins allaitants, c'est des aubracs. Donc voilà, c'est pour diversifier la ferme et par passion. Et après, ça va nous permettre d'avoir du fumier qu'on peut épandre ou vendre. Donc voilà. Et moi, j'ai voulu partir en bio pour voir autre chose, parce que vu que mon père est en conventionnel, je voulais voir autre chose avec le bio. Donc voilà, donc ça se passe bien pour le moment, donc on verra à l'avenir. Et à côté, je finis mes études agricoles, donc je souhaiterais être double active pour commencer, parce que financièrement, bon, ça apporte une sécurité, donc voilà, même pour emprunter tout ça par rapport aux banques, c'est plus simple, on va dire. Et puis ça nous permet d'apprendre beaucoup à l'extérieur, ça nous permet de voir autre chose pour plus tard le remettre sur l'exploitation. Donc, Et ouais, moi je donne des cadeaux en fait. C'est ça être youtubeur. Non, je rigole. Maïs popcorn, du blé orge classique, et après on a la partie conserverie avec des canards gras qu'on vend directement à la ferme ou sur les marchés. Vous avez combien de canards? C'est des bandes de 60 par semaine à peu près. Petite structure, oui. Mais on ne fait que gaver. Ok, ouais. Enfin, gaver et l'abattage 3 sur derrière. Enfin, on n'élève pas. D'accord. Et voilà, le maïs et tout, c'est vous qui voilà, faites votre maïs? on produit le maïs, voilà. Et après, du gavage à la boîte de conserve, on fait tout.
On fait tout ici. Vous produisez la boîte de conserve aussi? Non, non, on l'a remplie. On l'a rempli en étiquette. Voilà. D'accord. Et comment ça se passe en ce moment là depuis quelques temps? On a eu un break au mois de mars, hein. Il y a eu un cas de grippe aviaire pas loin de chez nous, donc du coup on a été bloqué pendant un mois, on n'a pas pu recevoir de volailles tout simplement. Hein. Donc là je suis encore en train de gaver. Il fait trop chaud pour gaver. Ouais. Voilà. Mais bon, on a de la chance, voilà, mon éleveur m'a gardé des canards pour que je puisse travailler. En temps normal à cette période je ne travaille plus. Ah donc oui, les canards vous les achetez? On n'est pas un éleveur, voilà. On a notre qui est présent ici. Là, voilà. Qui est présent. Voilà. Alors gaver avec... Ah oui, non, vous les gavez avec votre maïs. Voilà, on les prend prêts à gaver et après on fait du gavage jusqu'à la boîte. Et comment ça se passe? Combien de temps ça dure le gavage, tout ça? 15 jours. 15 jours? Ouais. Donc en 15 jours il prend foie? Et il fait le foie, il grossit. Pour la grippe aviaire quoi. Ils ont tué beaucoup de reproducteurs en fait. Et si vous tuez le début de la chaîne, c'est le problème. Après derrière, les autres ils en ont plus. Et du coup on a trouvé un peu des couloirs par-ci par-là un peu, mais très compliqué quoi. On a passé une année à passer au téléphone, passer des coups de téléphone partout pour essayer de trouver des canards par-ci par-là. Et on a gavé. De l'éclosion, enfin, c'est pas possible. Non, c'est chaque peu chaîne le maillot de la chaîne, il y a vraiment la couveur, vraiment. Après il y a l'éleveur et il y a le gaveur en fait. C'est trois métiers on va dire, c'est le même truc mais il y a trois métiers un peu. Et bien quand tu confrontes justement, tu peux pas essayer de faire un peu de... Si on peut, mais c'est la main d'œuvre qu'il faudrait, c'est un travail monumental quoi en fait. Tout le monde se plaint. Hier je discutais avec un directeur commercial chez Massé et je lui expliquais que, parce qu'il cherche aussi dans le machinisme, dans l'agricole, tout le monde cherche en fait, on est tous à chercher. La NPE, donc j'ai un gamin qui a été voir la NPE parce qu'il voudrait se mettre dans l'agricole, il nous suit, ça lui donne envie. Et la NPE lui a dit que c'était pas un métier d'avenir dans l'agricole. Déjà ça commence comme ça. Alors là tu te dis, si l'agriculture c'est pas un métier d'avenir, où il n'y aura pas de boulot, on a un travail à aller... T'en as rien à foutre en fait. Non. On parlait de la traite, tout ça. Ah, la traite que tu fais plus parce que tu as des robots et que tu regardes avec ton téléphone. Justement, on parlait de ça. On parlait des gestes répétitifs et des épaules et tout ça. Et les conditions physiques de l'éleveur, donc voilà, on parlait de ce qu'il disait. Et le gavage, c'est ça. On parlait pas de... Exactement. Voilà. On n'a pas de robot. Allez, bam. Il n'y a rien qui est automatique, c'est pas fait à la main de toute façon. Oui. Il détruit. Allez, c'est parti, on est parti de la ferme des Pesetis, producteurs de foie gras. On a eu un accueil super chaleureux. Manuela et Jean-Paul, ciao! Merci! Encore une vraie passion. Il y a un monsieur qui est passé tout à l'heure, il nous a offert des cerises, un agriculteur. Et quand vous apprenez qu'il a eu des problèmes de cœur et que les vidéos que l'on fait l'ont beaucoup aidé, wow, ça touche quoi. On se rend pas compte qu'on peut aller jusqu'à là et ça c'est extraordinaire de savoir qu'on peut aider les gens quoi. C'est l'émotion quoi. Bon bah allez, je viens de prendre quelques plans de drone, mais du coup j'ai complètement perdu le convoi. Là je suis dans les petites routes de chez Bastien, de chez Stervio. Et en fait, le talkie-walkie ne marche plus, j'entends plus rien. Et j'ai même pas l'adresse exacte où on va, donc là c'est un peu au feeling, on avance. J'ai pris la direction mon cul, mais va falloir que je retrouve le convoi, donc là j'avance tranquillement. Et voilà, c'est assez intense de gérer, on va dire, la partie film, production, vidéo, drone, caméra, tout en conduisant, tout en faisant attention à la route, à l'itinéraire, histoire de ne pas se perdre non plus. Et puis bah, je suis sans arrêt du coup à doubler le convoi, prendre de l'avance, m'arrêter, prendre des vidéos, m'arrêter, repartir. Ben, voilà, c'est assez sportif, mais bon. Après on traverse des paysages incroyables.
On voit des choses incroyables, ça change de la Normandie, ça change de nos régions. Et ça c'est extra. Et puis là du coup on arrive chez Bastien. Donc on va aller faire un petit tour chez lui, un petit halte. Parce qu'on passait à 5 km de chez lui, donc ça aurait été dommage de ne pas s'arrêter quoi. Donc on va y aller pour boire un petit café. Allez, allez! Monsieur le maire, oui, merci de nous recevoir dans cette magnifique commune. Je vous en prie. C'est depuis quelques jours là, en fait on est parti des Hauts-de-Vienne. Ouais. On est passé par le viticole. Avec des petits tracteurs comme ça, il n'y a rien de plus simple pour aller sur la route. Ça passe. Tout passe. Ça passe, oui, oui. Ça passe. Les gens s'écartent. Et plus ça va, plus on tombe sur des paysages qui sont incroyables. Ouais. Mais vraiment. Hein. Non mais la France est belle. Mais voilà, donc c'est pour ça que on s'est retrouvés, nous différents agriculteurs, youtubeurs, justement pour mettre tout ça en avant, mettre les territoires ruraux en avant. Et puis mettre l'agriculture française en avant. Bien sûr. Et on apprécie être reçu par des communes telles que les vôtres, qui ne sont pas des grosses agglomérations justement, ouais. Et avec souvent des gens dans le conseil municipal qui sont en plus du monde agricole. Bien sûr. Et donc, présentez-nous un petit peu la Bastide Marnac. Ouais. Il nous en parle beaucoup parce qu'on a un gars du Je suis pas loin, ça va. Ah, t'es d'où, de l'Hospitalet, non? À côté, non, à côté de la Nouan-Cartier, la Scabane. Ah oui, oh, bah, parfait. Donc ça va. Ah, il est venu avec toute la famille. Voilà. Toute la famille est là. Les cousins, les cousines, les oncles, les tantes, tout ça. C'est vrai. Non, ben, en ce qui concerne la Bastide Marnac, c'est une petite bourgade qui était essentiellement les pieds dans la terre, puisqu'on était essentiellement agricole. Et fort heureusement, on a encore 5 vraies exploitations. C'est-à-dire qu'on a un vigneron, le pinard, c'est toujours bon. On a un qui fait les ovins, les caprins et l'autre de l'agriculture classique. Donc on a encore la chance d'avoir 5 exploitations, ce qui est très rare parce que quand vous êtes dans la couronne du chef-lieu, qui est Cahors, très souvent on est urbanisé et ça devient que des communes dortoirs. Alors l'agriculture, je connais bien parce que quand j'étais petit, je voulais être paysan. Je suis parisien, j'ai ma carte du PSG d'ailleurs. Il n'a pas honte de le dire. Et, oh non, il le vit bien. Mais il ne faut jamais renier ses origines. Exactement. Enfin, alors là. Et puis alors j'ai mal tourné, je suis devenu informaticien. Mais au Crédit Agricole, j'étais à la MSA. Et à la MSA, j'ai beaucoup œuvré aussi indirectement pour l'agriculture. Je suis même officier du poireau. C'est-à-dire. Ah bon, alors, ça existe ça. Oui, 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 oui. Officier du poireau. Ça paye. Non, c'est le mérite agricole. C'est le mérite agricole. Non, mais putain, que c'est ça? C'est Dans la bon, Sarthe, c'est ça connaît pas. Bah non, moi j'avais proposé moi. Non mais il faut le mériter. Voilà. Là, quand je vois ceux qui l'ont. Non, ça t'as raison. Là c'est pas faux. Ça c'est pour moi. Et que vous dire de plus? Ben, on a su effectivement que ça passait. Mais il se passe tellement de choses, tellement d'événements que on les prépare plus ou moins. Et puis on savait que vous deviez venir entre, donc c'était 11h et 13h. Et donc je dois avoir un vigneron qui doit arriver. Et surtout Toto, c'est un ancien jeune agriculteur, il a 41 ans, maintenant c'est un vieux, il fait partie des vieux agriculteurs. Alors on est très heureux. Non, j'ai 41 ans et je suis toujours un jeune agriculteur. Exactement. Dans la pensée. Et la parole. Peut-être pas, moi je croyais plus vieux que ça.
déjà c'est un peu émouvant de vous voir là. Enfin, voilà. Je suis dans l'émotion là, je suis très On commence comme ça. Non, parce qu'en fait, la Borie d'Imbert, c'est une ferme assez particulière, qui a un fonctionnement assez normal, mais qui est assez particulière. En fait, cette ferme existe depuis les années 2000, et en fait, elle existe de son emplacement, qui est à, vous n'êtes pas passé à Rocamadour, mais on est à 3 km de Rocamadour. Et son emplacement, parce qu'elle est à 3 km d'un centre d'aide par le travail. Et en fait, moi, je suis hors cadre familial. Et je me suis associé sur cette structure. Et en fait, bon, je vous la fais courte parce que sinon on va y passer l'après-midi. Mais l'idée, c'est que cet établissement, il y a eu une dynamique avec l'arrivée de l'AOP Rocamadour dans les années 95, 96 exactement. Et en fait, cet établissement a voulu faire de l'agriculture. Et plutôt que de faire de l'agriculture eux-mêmes, ils se sont dit on va le faire avec des agriculteurs. Donc voilà, ça s'est fait comme ça. Et moi, j'ai fait mon chemin à côté. Je suis pas fils d'agriculteur mais neveu d'agriculteur, donc toute ma jeunesse ça a été compliqué de se dire tu es passionné d'agriculture mais comment tu vas faire pour dégager les capitaux pour aller faire un métier où tu vas bosser tout le temps et que tu vas pas sortir de revenus. Enfin, on est un peu malade quand même quand on veut faire ça. Donc j'ai tourné comme ça et le chemin a fait que je suis arrivé ici salarié à la Borie d'Imbert et je me suis associé. Et donc en fait le projet de la ferme il est de fonctionner en tant qu'agriculteur avec de l'insertion avec un ESAT ou un CAT. Donc ça c'est un peu les bases et en fait aujourd'hui je vais vous présenter la ferme, mais toute l'histoire de la ferme montre que on arrive à vivre correctement de notre métier, moi en tant qu'agriculteur, les travailleurs en insertion et les salariés, parce qu'aujourd'hui j'ai un peu plus de 10 salariés sur la ferme. On arrive à vivre correctement de l'agriculture, on arrive à avoir une vie en plus de l'agriculture, c'est-à-dire que pour moi c'est une fierté d'avoir des salariés qui ont des plannings, qui ont des repos, qui ont des week-ends, qui ont des vacances. Ça c'est quand même quelque chose qui est... Et sans robot, Et sans robot. On est d'accord. Hein. Voilà. Alors, on a mécanisé, robots. ça a été une grande discussion. Ça, en fait le début du projet c'était tout à la main. Donc voilà, ça c'est la partie un peu interne, mais on a valorisé ça parce qu'en fait on accueille 70 000 personnes par an à la ferme. Et en accueillant 70 000 personnes à la ferme, en fait la locomotive de la Borie d'Imbert c'est notre boutique. C'est-à-dire qu'on vend une grande partie de notre production et la globalité de notre production, c'est-à-dire qu'on vend le lait en fromage et toutes les viandes. Je vous expliquerai en détail parce qu'on a chèvres, chevreaux, porcs et des bovins. Donc on est allé au bout de la valorisation de tout. Et donc c'est le moteur de l'exploitation. Et quand vous parlez de communication, en fait, bon, nous on a eu un moment assez particulier, c'est qu'on était deux agriculteurs. En 2000, donc mon épouse m'a rejoint sur l'exploitation en 2012 et mon associé en 2013 est parti. Donc on s'est retrouvés que tous les deux et ça a été un peu dur parce qu'il a fallu recruter une équipe. Pourquoi il est parti 40 ans, il a changé de vie. Voilà. Mais c'est quelqu'un qui a créé la ferme, quoi. Donc il s'était donné énormément et c'est sûr que dans nos métiers, il faut réussir à avoir un moment où on se met en croisière. Parce qu'on est tous jeunes, hyper motivés, on y va, on bosse et après on explose. Donc il faut arriver à vivre ça, c'est mon avis. Voilà, et donc je vais en venir enfin. Et donc nous la ferme, le moteur c'est la vente, l'accueil. Et en fait, nous la Borie d'Imbert c'est une ferme qui est notée sur TripAdvisor, qui est sur Google, enfin qui est notée partout. Et en fait on s'est rendu compte qu'on a eu quelques commentaires, enfin que quelques, mais beaucoup de commentaires où ça allait pas, c'est une usine à chèvres, vous maltraitez les animaux, il y a un bâton à la traite, voilà. Et c'était cette dynamique-là, et ça nous a un peu marqué. On s'était même retrouvés, nous, quasiment au quotidien, on ouvrait TripAdvisor pour regarder ce qu'il en était. Et l'AOP, donc on a un syndicat de producteurs, on a beaucoup discuté ensemble, et en fait on s'est rendu compte que, enfin, l'analyse que j'en fais maintenant, c'est qu'en fait, quand on est agriculteur, quand on est attaqué, on se dit qu'on fait mal et qu'il faut changer. C'est la première réaction qu'on a eue, nous, qui n'est pas forcément bonne. Et en fait, moi je me suis vite rendu compte qu'il fallait juste communiquer. Et alors mon épouse s'est mise pas mal sur les Facebook, un peu sur les réseaux, à communiquer, parler de l'exploitation, le site internet, expliquer comment on fonctionne, quelle est notre éthique, la globalité de l'exploitation. Et après on s'est mis aussi à faire des animations, donc l'été on fait de la traite à la main. Donc les gens viennent traire les chèvres, goûter le lait. Donc du coup, l'appréhension des animaux, toucher les bêtes, toucher la mamelle, se rendre compte. On comprend énormément et les gens comprennent énormément. Et après, on fait des visites guidées aussi gratuites de l'exploitation
où du coup on explique aux gens la globalité de l'exploitation. Et en fait nous c'est pour donner du sens en fait. Et les gens, les visiteurs comprennent, enfin il faut savoir qu'on a une grande partie de nos visiteurs, quand ils rentrent dans la ferme, la dernière image qu'ils ont de l'élevage de chèvres, c'est soit un dessin animé, soit la chèvre de Monsieur Seguin. Ou une image du papy, enfin, tu parlais des quelques vaches, du papy avec un béret qui arrive et qui fait des petits fromages. Il t'en sort des milliers, mais il a 10 chèvres. Et donc nous, on a dit on va pas faire un truc folklorique, on va marteler comment on fonctionne et aujourd'hui qu'on fait. Alors, moi je m'amuse à dire qu'on a un système d'élevage extensif avec 450 ou quasiment 500 chèvres parce que c'est un système extensif, la façon dont on travaille avec un AOP, qu'on ne maltraite pas nos animaux, etc. Et donc on se retrouve même au quotidien à expliquer des choses mais de base de l'élevage. Moi j'ai un de mes salariés Benoît là, qui un jour je l'ai retrouvé expliquer à quelqu'un, à comparer notre élevage de chèvres avec les chevreaux, avec le petit caniche qu'ils avaient domestiqué. Et en fait, quand vous expliquez ça à quelqu'un, il comprend directement que c'est des animaux domestiqués qui sont là pour la production. Voilà, après, d'autres exemples, à la traite, beaucoup me demandent ça leur fait mal. Alors là, ça leur fait mal, mais non. Enfin, si on leur fait mal, elles ne nous donneront pas de lait. Donc, voilà, tout le travail de l'élevage. On est en train de descendre direction Rocamadour, c'est assez compliqué de passer, mais regardez, c'est trop stylé. C'est trop stylé, on a bloqué la circulation en haut, en bas, enfin surtout en bas. On est super haut et donc Rocamadour est juste là-bas. Les amis, ça c'est inédit, on le fera une fois dans notre vie, enfin, genre c'est vraiment le truc. Les gens ils se disent mais qu'est-ce qui se passe? On est dans Rocamadour. Oh là là. Oh là. Regardez, c'est trop beau. Genre c'est un truc on ne jamais de la vie, on ferait ça en tracteur par contre. Regardez, on fait un petit peu. Regardez ça. Il va falloir que je m'adapte. Allez, dernier jour. Là, on est au taquet. Et je pense que quand le tracteur tour va passer, là, on va avoir le coup du lapin. Là. Ça, c'est sûr. Donc, on sort de la ferme de la Truffe. Accueil extraordinaire. Ils sont gentils comme tout, des produits. Mais tous les soirs, c'était ça, quoi. Produits locaux, des gens qui en parlent avec passion. C'est pour ça qu'on les a filmés et tout aussi. C'est important de parler de ça. On a une chance en France d'avoir une gastronomie, une production comme ça. Et les gens ne s'en rendent pas compte en fait.
Nadine et Eric, trufficulteurs. Alors nous, on a tout créé de nous-mêmes, les plantations, il n'y avait rien. On n'est pas, enfin moi je suis petit-fils d'agriculteur, mais on n'est pas fils d'agriculteur. On a tout commencé à zéro et on n'est pas du tout réseau. On n'est pas du tout YouTube ou quoi que ce soit, ou Facebook. On n'y va jamais en fait. Donc en général, c'est les personnes qui viennent nous chercher. Et nous, on ne fait pas de com, pas de pub, pas de vidéo. La seule vidéo que j'ai faite sur YouTube, elle doit avoir plus de 15 ans. Et c'était au tout début où ça produisait, quoi. Voilà. Autrement, ben, nous, après, on fait essentiellement de la truffe et après des activités autour de la truffe. Donc tout ce qui est repas, visite de truffière, week-end à thème sur la truffe, cours de cuisine. Voilà, on fait tout ce qui va autour de la truffe. Donc après on prend les clients, soit en visite, des cars, des groupes, des particuliers, soit on fait des week-ends à thème sur la truffe tous les week-ends en hiver. Et voilà, on est plutôt content de notre activité. La truffière c'est un peu particulier parce que si tu veux, quand tu plantes, on prend des arbres qui sont déjà porteurs du champignon, des plants mycorhizés. Mais une fois que tu as planté un plant mycorhizé, il te faut entre 5 et 25 ans avant que ça commence à produire. Sachant qu'un arbre qui commence à produire, tu ne sais jamais s'il va produire l'année d'après. Et puis après, on est tributaire des conditions climatiques comme vous, dans toute forme d'agriculture. Donc nous, il faut beaucoup d'eau, parce que tu vois, il y a une grosse différence entre la truffe et le cèpe. Par exemple, le cèpe, c'est assez facile. Le cèpe, il y a un été hyper sec, il pleut 100 mm, 20 jours après, tu as du cèpe. La truffe, le cycle de développement de la truffe, c'est 6 mois. Donc en 6 mois, il peut s'en passer des choses. Et si tu n'as pas d'eau, comme l'an dernier, où on est resté plus de 2 mois et demi sans une goutte d'eau avec des températures à plus de 30 degrés, eh bien, la truffe, elle se déshydrate, elle meurt dans le sol. Et du coup, après, au niveau production, tu ramasses pas grand-chose, quoi. Donc on essaye de faire tout ce qu'il faut pour produire. On arrose un petit peu, mais bon, ici, c'est compliqué d'avoir des nappes phréatiques. Il n'y en a pas. Depuis l'an dernier, à partir du mois d'août, début août, je crois, on n'avait plus le droit d'arroser, on n'avait plus le droit de puiser dans les ruisseaux. Donc c'était compliqué. Comment ça se passe pendant toutes les 5 premières années quand tu produis pas? Les premières années où tu produis pas de revenus, t'as rien, tu fais comment? Ah ben t'investis, les gens ils croient que c'est magique la truffe, mais pendant 5 ans, à 5 ans j'avais un arbre qui produisait, c'est tout. Hein. Ah oui, d'accord. Sur 1600 arbres que j'ai. Donc il te faut un certain temps avant que ça commence à rentabiliser. Donc nous on avait des activités salariées tous les deux, on bossait ailleurs, on bossait à côté. Donc tu peux pas mener ça de front. Et donc là aujourd'hui 100% truffière des Mérigots, ou vous avez encore des activités à côté? Non, 100%. 100%. Mais elle n'est pas sûre. Non, parce que si tu veux, moi, nous on fait pas que la truffe, comme on fait les chambres d'hôtes, les week-ends et tout ça. Voilà, donc, mais bon, c'est tout autour de la truffe, si tu veux. Alors quelle surface de truffe là? Il n'y a pas beaucoup, il y a 5,5 hectares. Mais ça suffit pour... Disons qu'il faut les activités complémentaires qu'on a à côté pour vivre correctement. Allez, nous voilà partis de la ferme des Mérigots, truffière des Mérigots à Gabillou. Incroyable, ils ont pris le... Alors ça fait 15 ans qu'ils ont... Plus de 15 ans je crois, 15 ou 20 ans qu'ils ont créé ça. Pas du tout du monde agricole encore. On a visité pas mal d'exploitations et de domaines qui n'étaient pas issus du milieu agricole. Et
Et on a été, donc ils nous ont expliqué ce qu'était la truffe, etc. C'est une culture, une vraie culture, hein, et un travail de longue haleine, parce que ça vient pas comme ça du jour au lendemain. Donc, et puis le chien a été ramasser des truffes. Et tout de suite, il a trouvé des truffes d'été. Les truffes d'été, elles sont blanches à l'intérieur. Et la vraie truffe de Périgord, on la récupère plutôt octobre, novembre, décembre, janvier, parce que j'ai compris. Et là, on a vraiment cette truffe noire avec les chairs noires à l'intérieur. Donc là maintenant, dernière étape, chalut, étape finale. On la donne à Madame la conseillère, vice-présidente, la meilleure du monde. Faites attention à ce que vous dites. C'est pas parce que vous êtes là qu'il Allez, faut vous Monique. charrier. On est content de vous avoir parce qu'on a peu de représentants. Même du monde agricole, ce qui est un peu triste. Du département, c'est toujours très bien. Ouais, non, je vais être beaucoup plus rapide puisque moi je n'ai pas de ferme. Je ne produis pas grand-chose. Mais en tout cas, je voulais vous dire merci. Merci de... ça, c'est l'ancien prof de lycée agricole qui parle et donc qui forme des jeunes agriculteurs. Merci pour ce que vous faites et j'espère que ça va permettre à des jeunes agriculteurs, qu'ils soient d'origine agricole ou non, parce qu'il n'y a pas de raison, de montrer ce qu'est ce métier et qu'effectivement, on peut très bien, au niveau agricole, être des agriculteurs dans notre temps, des youtubeurs, c'est des gens qui sont dans leur temps. Moi, je ne suis pas youtubeuse, je regarde ce que vous faites. Vous allez vous y mettre? Pas franchement, mais je préfère voir ce que vous faites et et me dire que j'espère que vous allez entraîner avec vous bien sûr des jeunes agriculteurs, parce que la France sans agriculteurs, eh bien ça ne serait plus la France, et qui nous nourrit, ce sont les agriculteurs. Donc c'est aussi très important qu'on puisse avoir ici. Alors on ne fait pas de charolaises, on ne fait des d'aubrac, mais c'est un tort parce qu'elles sont très belles. Elles sont très belles, mais les limousines sont très belles aussi et elles sont très bonnes aussi. Mais en tout cas, un grand merci sincèrement de ce que vous faites, du temps que vous prenez. Et j'ai vu votre tour, effectivement, depuis les huîtres jusqu'au fromage, en passant par les vignes. Je vois que vous êtes de bons consommateurs aussi. En tout cas, merci pour ce que vous faites. Merci Monique, mesdames et messieurs, chers agri-youtubeurs. C'est aujourd'hui l'agriculture, la vraie agriculture et l'agriculture moderne en même temps que nous avons l'honneur et le plaisir de recevoir à Chalut. Donc je remercie tous ceux qui ont aujourd'hui pu se déplacer et nous faire l'amitié d'être à cette petite réunion extrêmement conviviale, extrêmement simple. On le voit d'ailleurs que ce sont les nouveaux agriculteurs qui manient déjà, avant de manier le tracteur, ils manient très bien le micro, déjà ça veut dire beaucoup de choses. Hein. Donc merci à tous les élus, aux agriculteurs qui ont pu se déplacer également, bien que je pense qu'effectivement certains de vos collègues sont aussi dans les champs tout à l'heure en train de travailler avec la période, on aurait pu, voilà, il y a ça aussi. Donc je le disais tout à l'heure, mes collègues, les élus, les secrétaires aussi de mairie, Martine en particulier qui a été déléguée peut-être une fois de plus d'ailleurs sur
sur cette tâche qui n'est pas vraiment une tâche, mais je pense le plaisir, et c'est tout naturellement que nous le faisons. Je le disais aussi tout à l'heure, lorsque nous avons reçu votre information selon laquelle vous alliez être de passage à Chalut, de départ d'ailleurs et d'arrivée, nous avons été très heureux et très fiers de cela. Nous essayons d'accueillir au mieux tous ceux qui veulent venir nous rejoindre sur la commune, bien mieux que peut-être il se faisait au XIIe siècle, en 1199, parce qu'un certain Richard Cœur de Lion était venu sur la commune, et malheureusement pour lui, l'accueil n'a pas été très chaleureux, finalement il n'en est pas reparti. Nous, aujourd'hui, on a évidemment complètement changé, on soutient nos agriculteurs. L'agriculture ici, ce sont des exploitations de plus petites, évidemment, surface ou superficie que celles que vous avez citées. Néanmoins, on revient un petit peu sur ce qu'on a connu dans l'agriculture au siècle dernier, où on vivait sur des petites exploitations avec beaucoup de diversification. Je ne reviendrai pas sur ce qui a été dit par Monique. L'agriculture, le Limousin, c'est évidemment parler du département de la Haute-Vienne pour la production agricole, pour la Limousine, bien entendu. On a vécu donc avec de la diversification, avec des petites exploitations où on essayait même d'autoconsommer et souvent même plus de survivre que de vivre. Donc l'agriculture s'est développée. On le voit aussi d'ailleurs dans les engins, puisqu'on a souhaité, un de mes collègues a souhaité, on a parlé ce matin, exposer ces tracteurs Massey Ferguson qui n'ont pas du tout la même allure que ceux que vous nous avez mis au milieu du champ de foire. Donc ça, c'est aussi l'image d'une agriculture qui évolue. Alors je parlais de diversification, c'est que maintenant dans les exploitations agricoles, on a la chance, donc essentiellement, donc c'est de l'élevage. On a quand même sur la commune encore un producteur laitier, ce qui pour nous est important, et qu'on essaye aussi de porter la plus grande attention. C'est important, ces producteurs de lait aussi. Alors je disais tout à l'heure, dans la diversification, il y avait dans ces exploitations au siècle dernier aussi, par exemple, beaucoup de travail des agriculteurs qui allaient dans les bois, et dans les bois notamment les bois de châtaigniers, parce que ici, chez nous, c'est la culture du châtaignier, et on y revient d'ailleurs, puisqu'il y a de plus en plus de plantations maintenant de châtaigniers. Alors on a aussi cette chance, on ne peut pas tous dire tout de suite en 5 minutes, on a de la chance ici dans notre région, quelque part, d'avoir cet arbre magnifique, qui a la particularité d'être coupé et de repousser sans cesse, et qui a fait vivre donc au siècle dernier des générations et des générations, puisqu'on vivait du bois, on vivait de ce qu'on faisait du bois, des piquets, des tuteurs, etc. On vivait de ce qu'on faisait des charpentes, on vivait de ce qu'on faisait des meubles, mais surtout les gens vivaient aussi du châtaignier par le fruit lui-même, par la conservation des châtaignes l'hiver et par la farine aussi. Donc c'est un arbre qui est vraiment remarquable, qui est donc le châtaignier. Et à ce titre donc, pour vous remercier devant tous les témoins finalement de cette soirée, avec tout le plaisir, je répète, que nous avons à vous recevoir, je voulais que vous gardiez un petit souvenir de notre commune, certes modeste, mais qui vous rappellera bien finalement cet arbre remarquable qui est le châtaignier. Voilà. Je vous remercie, je vous renouvelle tout le plaisir que nous avons eu à vous recevoir, ainsi que tous les élus. Et puis, pour ceux qui sont là, on a également un petit marché de gens qui vous attendent ici, qui nous ont fait aussi l'amitié de venir ce soir. On peut essayer de faire quelques petites provisions de bons fruits et légumes ou autres boissons avant de se quitter. Mais de toute façon, il va y avoir un pot qui va être servi également et qui va nous réunir tous ensemble. Voilà, il fait beau temps, tout est réuni pour que tout se passe bien dans cette soirée. Puis vous, surtout dans votre fin de parcours. Excellente idée à vous. Et merci beaucoup. J'ai fait le nous aussi, on a un petit cadeau pour que vous vous souveniez de notre passage. Vous allez pas être déçus. Bah, vous n'allez pas être déçus. Vous voyez celui-là là-bas au fond à gauche? Vous le voyez pas, ce tracteur là? Ah, je vous ai dit un petit souvenir. Ah oui, quand même. Eh bien écoutez, on l'a en miniature. Et donc voilà. On a eu peur. On a eu peur. Donc dans votre bureau de maire. Ah mais ça c'est super sympa. Bravo. Voilà. C'est sympa. Merci, génial. Merci.
Bon, je me balade, on en fait une petite pause. Et là, je vois Coco qui est en train de filmer des tracteurs, des trucs. Qu'est-ce que tu fais là? Je sais pas, je filme un beau Massey Ferguson. Ouais, c'est vrai, pas mal. Et un petit peu les sponsors aussi, parce que c'est important de les avoir pour le Tracteur Tour. Sans eux, on serait pas là. Bah, c'est vrai, on n'aurait pas de tracteur, on n'aurait pas de... Et surtout que l'organisation qui a été faite par Prodil Center. Prodil qui est le premier site qui a été créé en France, créé en ligne de vente de pièces et de matériel agricole. 700 000 références. 700 000 références. J'ai écouté le... Hein, mais non, c'est un très gros site, très important sur le marché agricole aujourd'hui. Vous trouvez d'où en fait? Il y a plus de 130 000 clients. Ça exporte à partout, droite, à gauche. Vous commandez en 24 heures, c'est bon. Enfin bref, voilà, ceux intéressés, Prodil Center dans... Et d'ailleurs, merci quand même à Prodil pour toute l'organisation parce qu'ils ont passé énormément de temps à planifier le trajet, à réserver tous les logements, les gîtes et tout, à organiser toutes les étapes. En plus de leur taf de Prodil, tu vois. Donc il y a eu un gros taf de fait et nous on arrive, voilà, tout est quasiment prêt. Donc c'est ça. Moi j'arrive à Chalut, le tracteur est prêt, tout est bon, j'ai rien à m'occuper, le logement, la bouffe, tout est fait. Donc voilà. Merci à leur gars de Prodil et si vous voulez faire un petit tour, ça sera sur prodilcenter.fr. Yes. Alors moi j'ai participé au Tracteur Tour cette année et j'ai envie de remercier Agriest parce que moi je suis agricultrice, je fais partie du monde de l'élevage des animaux et donc je suis très sensible aux équipements qui apportent du bien-être des animaux. Et pour Tracteur Tour, on a Technipower et AgriPower qui ont été assez présents, très présents sur l'événement et qui nous ont fourni des gyrophares, une barre pour le convoi agricole. Ça nous a beaucoup servi notamment pour encadrer le convoi. Et tous ces produits, vous pouvez bien sûr les retrouver sur Prodil Center. Ça y est, tu veux plus sortir de ta bagnole? Oui, ça y est, écoute, c'est la fin du Tracteur Tour. On va rendre la voiture, donc je commence à ranger un petit peu. Voiture du garage Édouin qui nous prête pour une 3e année de Tracteur Tour un véhicule d'escorte. Donc merci beaucoup au garage Édouin. C'était pas mal cette... c'est pas une voiture neuve mais parfaite. Salut tout le monde, je suis avec Olivier de chez Stériel Pneumatique. Bonjour à tous. Et comme vous avez vu sur les images, moi sur mon tracteur j'ai des pneus un peu spéciaux. C'est pas des pneus qu'on a l'habitude de voir beaucoup en agricole dans nos fermes. Donc explique-moi un petit peu ce que j'ai comme pneus moi sur mon tracteur. Ah, c'est un pneu qui a un profil différent. Ouais. Si tu veux, tu as des pneus avec des barrettes et là c'est des pneumatiques avec des pavés. D'accord. Donc c'est un pneu multi-saison. On peut l'utiliser l'hiver. Il y a une adhérence complètement différente par rapport à un pneu agricole standard. Ouais. Et puis c'est un pneu qui va faire en durée de vie beaucoup plus d'heures qu'un pneu standard, un pneu agricole classique. Et on a aussi l'avantage d'avoir une économie de carburant. On a moins de bruit de roulement, moins de vibrations, moins de... Moi je le sens sur la route parce que c'est moi qui les ai. Et quand on prend la route, c'est beaucoup plus souple. C'est beaucoup plus agréable de conduire avec des pneus comme ça, même pour tourner, tu vois, je suis comme ça quand on tourne assez vite, que des crampons classiques qu'on a sur les tracteurs dans les fermes, quoi. Eh ben écoute, super, c'est parfait, merci beaucoup. On est content d'être partenaire du Tracteur Tour. C'est un plaisir. Et puis on va continuer de prendre la route, Noah. Tu vas en avoir un peu pour les tournesols. Ah oui. C'est parti, Tracteur Tour 2023. Ah ouais, écoute, là on est au taquet. On est dans une région qui est assez incroyable, le sud-ouest. 3e édition, mais je pense que celle-ci, on commence à avoir de l'expérience. On commence à bien gérer les tracteurs, les Massey. Et puis en plus, on a été reçu dans une concession BL Pro. Merci Christian pour ton accueil, pour ton équipe. C'est avec plaisir. Clément qui a fait un super boulot. Merci pour lui. Parce qu'effectivement, c'est son job, mais Clément s'investit toujours énormément sur les événements qu'on met en œuvre. Enfin, qu'on met en œuvre, parce que c'est aussi une particularité qu'on cherche à développer chez BL Pro. Être le plus près possible de nos clients, donc avec une fois tous les trimestres, un événement, quelque chose qui va nous rapprocher de nos clients. On aime bien les accueillir, on aime bien accueillir en fait tout le monde, parce qu'on reste une entreprise familiale. C'est ça qui fait du bien. Je ne sais pas si c'est Massey qui fait ça. Moi j'ai la concession Moreau à côté de Châteauroux. C'est familial, t'arrives, tu vois, hier je vais aux toilettes, j'arrive dans le magasin, derrière t'as les courroies, ça sent l'huile, la graisse, là, tu te dis ça y est, là on est dans une concession qui n'est pas aseptisée, et tu sens tout de suite qu'il y a un rapprochement qui se fait. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est qu'il y a une âme en fin de compte.
au sein de la concession? De toute façon, une concession, c'est comme moi je considère, c'est comme toutes les entreprises, c'est une affaire de bonhomme. Ce ne sont que les hommes qui font l'entreprise. Alors quand on arrive à avoir un ensemble où tout le monde se sent bien, où les équipes se sentent bien, les clients se sentent bien quand ils arrivent. Et puis voilà.